J'ai toujours su que tu allais mourir tôt. Tôt pour moi, pas pour toi. J'ai fait ce que je pouvais pour te connaître avant que tu partes, mais tu ne savais pas comment faire pour te laisser connaître. Alors je n'ai gardé de toi que quelques poignées de cendres qui me font mal à chaque fois que j'ouvre les mains. Chapitre 1. Quand le prince Baudouin va-t-il donc appareiller pour Douvres? Marcel Boyer esquissa un sourire. Tu as déjà oublié? Demain à 11h, il nous reste plus qu'assez de temps. John Goulden ne se contenta pas de cette réponse. Mais bon Dieu, quand va-t-on enfin partir pour Ostende? Il est déjà tard. Pourquoi passer encore la nuit ici? Là-bas, les préparatifs sont loin d'être terminés. Marcel Boyer ne put réprimer un nouveau sourire. John, tu m'as l'air très nerveux aujourd'hui. Je ne vois vraiment pas pourquoi on devrait se presser. À Ostende, tout va se passer comme sur des roulettes, et à Londres, tout est déjà pratiquement sur pied. Qu'est-ce que tu veux de plus? John Goulden ne répondit pas. Il était vraiment nerveux, ce qui lui arrivait rarement. Boyer ne parvenait décidément pas à s'expliquer l'agitation de l'anglais. La salle de gala du Grand Hôtel sur le boulevard Ansbach à Bruxelles était pleine à craquer. Dans le vaste salon du célèbre café de la capitale belge, un orchestre enchaînait les chansons à succès. Marcel Boyer et John Goulden s'étaient installés à une petite table dans une alcôve et contemplaient calmement l'effervescence. Tout à coup, Goulden perdit son calme et, après avoir vainement tenté de convaincre Boyer de quitter les lieux au plus vite, il attira son attention sur deux personnes à une table voisine qui entretenaient une conversation animée. Une jeune dame aux cheveux noirs, vêtue à la dernière mode parisienne, était assise en face d'un homme dans la quarantaine, habillé tout aussi élégamment. Boyer essaya tant bien que mal de dissimuler sa profonde surprise, et Goulden disparut derrière la dernière édition du Times. Boyer chuchota, fébrile. « Hugh, comment diable est-ce qu'il est arrivé à Bruxelles ?» L'Anglais se contenta de grogner un juron dans sa barbe. Peu après, Marcel Boyer et John Goulden quittèrent le Grand Hôtel. Enveloppés de mentons sombres, col relevé, ils longèrent le trottoir d'un pas pressé, arrêtèrent un taxi et se firent conduire à Lecken. La voiture s'arrêta devant une villa. Boyer paya le chauffeur et le taxi disparut dans la nuit. « J'espère vraiment que Pélion n'aura pas pris d'autres engagements, sinon il va y avoir du grabuge, » grogna Boyer dont le sourire avait disparu. « On a vraiment besoin de lui. » Surpris au milieu de la nuit, Pélion apparut au portail dès le deuxième coup de sonnette. « La voiture !» lui lança Boyer. « On part tout de suite pour Ostende. Hugh est ici avec l'Espagnol. » Pélion sursauta. Les trois hommes se précipitèrent dans la maison et avalèrent un whisky cul-sec avant de sauter dans l'Alfa Romeo du maître des lieux. Le moteur vrombit et la voiture fila comme une flèche à travers les ténèbres. Jack Hugh esquissa un sourire. « On dirait que ces deux messieurs se sont tout d'un coup sentis très pressés. »« Ils ont sûrement leur raison, » lui répondit Señorita Lili Caballero avec son rire clair. « Partent-ils bel et bien demain, eux aussi avec le prince Baudouin ?»« Oui, tout à fait. À ce que je sache, ils comptaient encore rester ici cette nuit. À présent, ils sont sans doute allés directement à Ostende. » Hugh paya. Une élégante Rolls-Royce les attendait devant l'établissement. « Contrairement à ce que nous avions prévu, nous partons nous aussi pour Ostende. Vous pourrez vous allonger sur la banquette arrière pour dormir un peu, n'est-ce pas, Lily ?» S'installant confortablement, l'Espagnole répondit à mi-voix, comme pour elle-même. « À Londres, nous ferons plus ample connaissance avec ces deux messieurs. » Jack Hugh haussa les épaules. « Très probablement. » Et peut-être vous, à part ça, on vous a plongé dans une lecture sans vous dire ce que c'était. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris dedans, dans le ton, dans ce que Pierre a lu Est-ce que vous avez déjà des réactions? On aimerait, vous pouvez aller ici. J'ai une réaction par rapport au texte que j'ai lu, mais par rapport à la trame, en fait,
l'histoire familiale et le manuscrit de ton père. Est-ce que tu vas retravailler ce manuscrit ou est-ce que tu souhaites le présenter finalement, le traduire tel quel le mieux possible? Alors, et comment tu te situes finalement par rapport à l'héritage de ton père quelque part? Alors c'est une bonne question, je vais essayer d'être assez bref. Par rapport à ça, donc j'ai fait une traduction qui est assez littérale, quoi, qui est assez proche. J'ai un petit peu modernisé certaines choses, mais j'ai essayé de garder ce ton sépia, d'essayer de garder ces expressions un peu anciennes, un peu années 30, comme ça. Enfin, j'ai essayé de garder un petit peu ça. Et mon idée, c'était de le présenter vraiment le plus tel quel possible pour avoir vraiment sa voix qui était là, c'est-à-dire sa voix avec ses imperfections, voilà, qu'est-ce qu'on écrit quand on a 17 ans. Moi, c'était une manière d'utiliser un peu comme hommage et comme exemple comme ça. Après, au début, j'étais très réticent à toucher de quelque manière que ce soit. Après, j'ai quand même fait quelques petits aménagements, mais c'est vraiment des aménagements qui sont cosmétiques, plutôt au niveau de comment est-ce que je présente au mieux ce texte, comme si je mettais des beaux éclairages dessus, etc. Mais le texte en lui-même, je l'ai très peu touché. J'ai essayé par exemple, au niveau formel, c'était écrit très condensé, c'est-à-dire avec les dialogues qui étaient entre guillemets dans les paragraphes et tout ça, des gros blocs. Moi, j'ai un peu aéré ça, j'ai mis des tirets comme ça pour que ce soit un peu plus agréable à lire, un peu plus agréable à traverser. Mais je dirais, au niveau du texte en lui-même, du fond, j'ai très peu changé. Et puis, alors, mon idée, justement, c'est d'utiliser tel quel. J'ai découpé en morceaux, et puis après, petit à petit, comme vous le verrez dans la prochaine lecture que je vais faire tout à l'heure, c'est à certains endroits, il y a des inserts, des bouts d'autobiographie où je m'adresse à lui à la deuxième personne. Je m'adresse à tu parles, en fait. Je parle à mon père comme une sorte de longue lettre. On pense à Kafka, on pense à ce genre de choses. Enfin, je m'adresse à lui dans ces parties-là. Et l'idée aussi, c'est qu'au début, donc, il y a beaucoup de son texte et peu d'intervention. Et c'est comme deux cônes inversés, comme ça. C'est-à-dire qu'au début, il y a beaucoup de son texte et peu d'intervention de ma part. Et puis après, plus on avance dans le livre, moins il y a de son texte, plus il y a d'intervention. Et je pense que comme c'est parti, j'imagine que les 2-3 derniers chapitres, il y aura plus de roman, quoi. Plus de son roman, il n'y aura plus que du texte. Une des images de mon père, c'était vraiment, c'est bien sûr son arrivée en train et son départ en train. C'est vraiment ce que j'essaie ce dont j'essaie de parler là. Et puis là, par exemple, dans cet essai de montage que j'ai fait, maintenant, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce sera peut-être pas définitif, mais j'ai l'impression que pour le moment, ça fonctionne déjà relativement bien. Il y a cette idée, justement, par exemple, au début, il y a ce départ en bateau, et juste avant le départ, il y a ce début de ce texte avec les algues, avec ce sentiment d'algue, où je me sens de cette manière-là. Donc, j'ai essayé, comme ça, de trouver des accroches, des manières de faire des liens entre le texte, comme je disais tout à l'heure, suite à ta question, Gilles. Le texte, j'ai voulu laisser plus ou moins tel quel, et puis des éléments autobiographiques que j'ai essayé de trouver le meilleur endroit pour les articuler au rêve, pour faire un lien. Et c'est vrai que la question du voyage, déjà il y a Lausanne et Zurich, il y a Buenos Aires, c'est une espèce de triangle, c'est un peu comme ça. Il y a aussi, plus loin dans le livre, il y a Bienne, où j'enseigne l'écriture aussi à l'Institut littéraire suisse. J'enseigne l'écriture justement à des gens germanophones, donc c'est aussi toute une thématique du livre. Hein. Moi, en train d'enseigner l'écriture à des gens qui parlent la langue de mon père, c'est aussi quelque chose que je développe à un moment donné. Donc c'est un peu je dirais les 4 points focaux du livre. C'est d'abord Lausanne-Zurich, bien sûr, avec Vienne qui se retrouve entre deux, et Buenos Aires qui permet de regarder tout ça. Donc là, il y a, je dirais, c'est un peu l'architecture. Et là, bien sûr, entre Lausanne et Zurich, il y a des trains, et entre Buenos Aires et la Suisse, il y a des avions, et ça se structure un peu là autour. Une chose que je me demande, c'est est-ce que c'est en traduisant en fait le texte de ton père que tu as ces aspects autobiographiques qui ressurgissent comme ça, ou est-ce que c'est un montage, un travail parallèle entre les deux que tu insères et puis que tu construis? Alors écoute, techniquement, ça se passe de manière assez simple, c'est-à-dire que j'ai la traduction, ça fait déjà peut-être 15 ans qu'elle est faite, hein, qu'une première version est faite. Après, je l'ai fait évoluer, bien sûr, je l'ai affiné, il y a pas mal d'autres versions. Mais après, c'était vraiment l'idée j'ai travaillé séparément de manière, vraiment chaque morceau, il y avait des morceaux, voilà, je savais que je voulais parler de ça, je savais que j'avais tel élément donc je voulais aborder, etc. Donc j'ai petit à petit créé un peu comme des pièces de poste, des pièces de marqueterie. Et après, je les déplace un petit peu, je regarde où est-ce qu'il ça irait le mieux, où est-ce que je pourrais le mettre par rapport à la dynamique, par rapport aux choses que le lecteur doit apprendre aussi, parce que pour moi, c'est des choses que je sais, mais je me dis, non,
parce que comme je l'explique dans les ateliers d'écriture, il y a une chose qui est importante, c'est le quoi, et l'autre chose qui est importante, c'est le quand. À quel moment le lecteur apprend telle ou telle chose, pour qu'il sache comment les choses se développent, après qu'il y ait peut-être du suspense, qu'il y ait peut-être un développement. Donc ça, maintenant, c'est le travail dans lequel je suis. Donc maintenant, j'ai peut-être, je sais pas, peut-être 500 pages de texte, grosso modo. Et maintenant, je suis en train d'une part de réduire pour vraiment essayer de garder vraiment ce qui est central, ce qui est vraiment important, et de faire ce montage, c'est vraiment ce travail vraiment, je pars sur la lime à ongles, comme ça, où j'essaie de travailler les textes, les bouts de texte petit à petit, pour soit les mettre ensemble, soit voir où est-ce qu'ils s'inséreraient entre les parties du roman traduit. Donc ça, c'est ce travail que je fais maintenant, et que justement, alors là, ce que je vous lis aujourd'hui, c'est le dossier que j'avais présenté donc, pour la résidence à la Fondation Michalski. Là, j'avais essayé d'avoir une dizaine de pages, c'est ce qui demandait, une dizaine de pages qui fonctionnent. Donc là, pour eux, j'ai fait l'effort, j'ai fait un pré-montage qui pour le moment me semble tenir assez bien, donc je pense que ça ne va pas forcément bouger beaucoup, mais peut-être qu'il y aura certains éléments qui vont être un petit peu étoffés, ou peut-être un peu resserrés, ou peut-être quelques éléments qui vont être rajoutés, je pense, par rapport à la suite du travail d'écriture. Quelque chose de particulier, c'est qu'il y a aussi deux textes, il y a ton texte et puis son texte, et puis dans le travail de réduction, d'aménagement, en fait, est-ce que tu t'autoriseras d'agir sur les deux textes ou uniquement sur le tien? Alors, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que mon idée, c'est vraiment d'agir le minimum sur le texte traduit, donc c'est vraiment d'avoir, c'est comme une sorte d'héritage, quelque chose qu'on me donne, et mon but, c'est de le mettre en valeur et vraiment de le toucher au minimum. Donc, je dirais en totalité. Une des contraintes, c'est de le mettre en totalité, puis après, moi, de voir comment j'arrive à raisonner par rapport à lui, et puis le mettre en valeur, justement, parce que vous avez pu entendre, hein, c'est un texte qui est touchant. On imagine un jeune homme de 17 ans qui écrit, je ne sais pas, il a peut-être lu l'équivalent en allemand d'Arsène Lupin, ce type de choses-là. On sent qu'il a lu ces choses-là. Donc le texte en lui-même, bien sûr, il y a une forme de suspense, mais en même temps, c'est des grosses ficelles aussi, c'est pas forcément d'un immense intérêt littéraire. Puis mon idée, justement, c'est avec ce que j'intercale, avec ma manière d'entrer en dialogue, c'est d'une part de pouvoir parler de cette histoire familiale, et puis d'autre part de pouvoir justement mettre au mieux en valeur son texte que j'ai reçu en héritage. Qui sont un peu ses rêves aussi, finalement. Oui, je pense qu'effectivement, peut-être qu'à son âge, il ne l'a jamais dit comme ça, mais peut-être qu'il voulait devenir écrivain aussi, il est devenu journaliste, il travaillait à la NZZ, donc la Nouvelle Gazette de Zurich. Il avait certainement ces rêves-là. Il a écrit aussi un autre roman qui n'a pas été publié non plus. Donc je pense qu'il avait peut-être ce type de rêve-là. Mais après, c'est aussi des choses que je développe dans le livre, hein, sociologiquement, de par d'où il venait, où il était, comment est-ce que sa vie s'est construite. Il ne s'est pas permis, il ne s'est pas donné cette possibilité-là. Puis après, voilà, il a eu des enfants, il y a eu cette vie qui a pris sa place. Et puis moi, comme l'écriture, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui était très rapidement central pour moi, et je pense que c'est en grande partie à lui que je le dois. Et je pense que c'est une des parties de ce projet-là, c'est justement d'une certaine manière de réaliser un de ses rêves. D'une part l'écriture, et d'autre part, effectivement, ces voleurs de diamants, ils voulaient finir en Argentine. Après, alors voilà, l'Argentine, j'y ai vécu 7 ans. Oui. Moi, je trouve très beau l'hommage par cet écrit, l'hommage que vous rendez à votre père. Et puis, est-ce que vous allez tout au long du texte garder le passé pour le roman et le présent pour votre... Parce que ça s'encoule bien. Oui, alors c'est vrai que moi, oui, ça me fait penser, merci pour votre question, à une des choses que j'ai modifiées dans le texte de mon père, c'est-à-dire qu'il y avait certains chapitres qui étaient au présent, d'autres qui étaient au passé, d'autres, et ça n'avait pas l'air d'être avec une logique très poussée de sa part, hein, c'est quelque chose à laquelle il n'a pas forcément pensé. Donc, une des choses que j'ai faites, c'est que justement, j'ai uniformisé tout son texte, j'ai tout mis au passé. J'ai mis au passé, et non seulement au passé, mais au passé simple, hein, qui est en même temps littéraire par excellence. Donc, je me suis dit, je voulais donner cette couleur littéraire, cette couleur livre, comme ça, dans le passé. Et par contre, dans toute la partie entre nous, j'ai mis ça vraiment au présent. Tout est au présent, même les différentes couches de passé, j'ai tout voulu aplatir dans le présent, ce qui rend des fois les choses, il faut que je m'arrange pour bien expliquer quand il y a des différentes périodes, etc., que je place les choses pour dire c'est au présent, mais c'est du présent historique, etc. Donc moi, c'est très important d'avoir d'une part la traduction qui est à la troisième personne au passé simple, et les parties autobiographiques qui sont à la deuxième personne, donc en tu, et qui sont au présent, et
présent parfois historique, parfois simple présent. Oui, et ça permet vraiment au lecteur de s'y retrouver quand vous passez toujours. Ça imprime Ouais, comme ça. Non? tout à fait, oui. Puis bon, pour le moment, alors ça je ne sais pas encore, mais je pense que ça va rester toute la partie traduite, je l'ai mis en italique aussi, pour avoir une petite distance quand même, pour dire voilà, au début, j'entre comme j'ai fait, j'entre dans le chapitre, on ne sait pas trop ce que c'est, petit à petit on comprend, petit à petit, j'imagine, aux 2/3 du livre, je vais commencer à thématiser que c'est son livre que j'ai traduit, hein, je ne le dis pas trop au début, et petit à petit, les gens, on peut le sentir un peu, et ça se met en place. Donc vraiment, mon idée, c'est d'avoir que le lecteur soit très clairement face à 2 types de matériaux, et puis qu'ils comprennent petit à petit comment ça se tisse et comment ça se met en place, quoi. Ça me semble vraiment très judicieux. Mais ça, c'est un des problèmes, une des choses qu'on m'a reproché par rapport à mes deux premiers romans, c'était qu'il y avait des structures qui étaient relativement complexes et que ce n'était pas toujours évident à s'y retrouver. Et donc là, j'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu plus, d'avoir quelque chose qui soit un peu plus amical pour le lecteur, vous voyez, et moins de travail d'interprétation à faire de sa part. Je me dis, mais comment est-ce que je fais pour le faire poser de lui, parce que je n'y arrivais pas. Alors je l'ai fait en interview. Donc, je suis arrivé une fois chez lui, j'avais mon mini-disque et tout, je dis voilà, parle-moi de ta vie, raconte-moi. Puis j'ai posé très peu de questions, je l'ai laissé poser pendant 1 heure et demie, enfin le temps du mini-disque, quoi. Après j'ai retranscrit, j'ai traduit en français, j'ai renvoyé ça. La deuxième fois, j'ai refait de nouveau cet exercice, mais là j'ai posé plus de questions, des questions un peu plus pointues sur son rapport à ma mère, à sa femme, enfin comment ça s'est passé ces familles-là. Et après 20 minutes, il a regardé sa montre, il a dit oui, écoute, j'ai réservé une table au restaurant tel et tel, là, je crois qu'il faut qu'on y aille maintenant parce que il ne faut pas nous la garder éternellement, la table. Donc là, j'ai compris que lui, il était allé jusqu'au bout de ce qu'il pouvait. Et moi, quelque part, ça c'était 3-4 ans avant sa mort, moi, quelque part, ça m'a détendu, parce que je me suis dit, ok, moi j'ai fait le job, j'ai vraiment été chercher le plus loin possible, et lui, voilà, il a donné ce qu'il était capable de donner, puis plus il pouvait pas. Puis voilà, puis il m'a dit, et puis moi j'étais reconnaissant pour ce qu'il m'a dit, et puis j'étais conscient que voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais, quoi. Et voilà, et c'est parti de l'interview, c'est certains éléments biographiques qui sont là-dedans, le père, le grand-père, parce que j'ai dit tout à l'heure, c'est des éléments tirés de l'interview, justement. L'échelle du père de maman passe à travers les branches du cerisier et il tombe sur le dos. « Assieds-toi, lui dit maman. Mes grands-papas ne sentent plus rien, ni ses bras, ni ses jambes. Assieds-toi, s'il te plaît. » Grand-papa serre certainement les dents dans l'herbe, ou pleure, ou s'évanouit. Ses autres filles viennent d'arriver sous l'arbre. Elles courent déjà vers la ferme des voisins, les seuls qui ont le téléphone. Il fait beau, un vrai temps de cueillette, un temps à se mettre des cerises par 2 sur les oreilles et à se faire belle avec tout le jus noir qu'on étale sur ses petites lèvres. Mais les paniers tombent dans l'herbe du verger. Assieds-toi, fais un effort. Grand-papa ne meurt pas vite. 3 ou 4 nuits à l'hôpital sans pouvoir bouger, pris dans un harnachement vissé dans son lit, avec cette respiration si compliquée, tellement compliquée que même le regard de grand-maman, de son fils et de toutes ses filles n'aide pas l'air à entrer dans son corps. Mais peut-être qu'il sombre dans un coma de patriarche de pierre, déjà embaumé dans un système savant de bandage. Ou alors, rien de tout ça, juste posé sur un lit dans une chemise de nuit d'hôpital, de celle qui se lasse sur les côtés. Finalement, grand-papa meurt. Son fils sous l'une de ses filles ou toute sa famille à son chevet. Le grand panier de cerises posé à côté du lit. Ces cerises noires que personne n'a touchées et que les cuisinières de l'hôpital ne réussissent même pas à récupérer pour un gâteau. Dans un premier temps, Goulden et Boyer étaient effectivement descendus au Cumberland Hotel. Ils avaient remarqué Walker par hasard, et comme Goulden connaissait ce détective du Central Service, ils avaient préféré se déguiser et quitter l'hôtel aussitôt. Goulden sortit en gai luron ventripotent, avec une moustache noire et un haut de forme. Jovial, il se trémoussait à travers le hall de l'hôtel en bavardant avec le portier de manière animée. Goulden avait si bien travesti son visage et sa silhouette qu'il était impossible à Walker de le reconnaître. Goulden remarqua alors également le détective qui, habillé en homme de la campagne, faisait mine d'observer la circulation intense. Goulden passa devant lui d'un pas nonchalant et se fondit dans le flot des passants. Une demi-heure plus tard, un porteur quitta le Cumberland Hotel. Il traînait une lourde valise garnie d'une housse de protection.
Ses vêtements se composaient d'un simple pantalon gris, d'une veste sombre et d'un tablier de jardinier. Tous les 10 mètres, le porteur posait son lourd chargement et reprenait son souffle un instant. Walker n'y vit à nouveau que du feu. Le porteur s'appelait naturellement Marcel Boyer. Le détective du Central l'observa attentivement, mais l'aspect de ce dernier était si profondément transformé que Walker ne soupçonna pas une seule seconde qu'il était bel et bien en présence de l'un des deux individus recherchés. Les deux voleurs de diamants avaient atteint leur but. Personne ne savait où ils résidaient. Ils se retrouvèrent dans un lieu sûr, un appartement aux environs de Kensington Gardens, toujours prêt à les recevoir. Tu arrives en fin d'après-midi. Maman a déjà mis la table et préparé un bon repas avec une soupe en entrée. Tu adores ça. On descend te chercher à la gare en voiture, on t'attend sur le quai, on te cherche des yeux, d'un côté, de l'autre. On joue à celui qui te trouvera le premier. Cette fois, c'est maman qui gagne, mais elle ne dit rien pour que je sois le premier à crier papa. Alors je crie papa, 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 on est là. Et on court les uns vers les autres, et on se prend dans les bras, et tu serres maman contre toi. Tu plonges dans sa bouche avec une gourmandise affolée. De retour dans notre appartement des Hauts de Lausanne, je m'assieds à côté de toi sur le canapé pendant que maman finit de préparer le repas. J'attends au milieu de ton haleine profonde, celle que je retrouve aujourd'hui quand je passe le fil entre mes dents, au milieu de l'odeur de tes pieds dans les pantoufles en cuir brun qui t'attendent chez nous, cette odeur qui se mélange à celle des amandes fumées, du cynar et du jus d'orange. Ma première phrase en allemand, c'est « Lass mir los ». Tu me tiens la main, je tire aussi fort que je peux sans succès et, tant que je n'ai pas dit correctement cette phrase, tu ne me lâches pas. J'attends que tu sortes de ta serviette ce que nous a apporté. Une machine à calculer de la Banque cantonale de Zurich pour moi, des chocolats et des articles annotés, soulignés au stabilo jaune pour maman. Tu hais ces mots posés sur des pages de journal pliées dans leur chemise en plastique. Et je mets des années à comprendre que c'est une des raisons qui m'empêche de terminer mes projets d'écriture. Tant que je suis en train de fignoler mes phrases, de chercher des retournements à mes intrigues, je suis avec toi, près de toi, dans le flux des mots que je brasse et que je déplace.